J'ai toujours été considérée comme la fille bizarre de ma famille. Comme le dit l'expression, le mouton noir. Je m'appelle Emily James, j'ai 32 ans. Depuis que je me souvienne, je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place. J'ai grandi comme la fille aînée de 2 médecins, Isabella et Adam James. Mes parents étaient importants, mais rien de tout cela ne me parvenait vraiment, toute l'attention et les privilèges étaient réservés à mes frères jumeaux cadets, Scott et Charles. À partir du moment où les deux sont nés, j'ai semblé devenir invisible pour mes parents. Au début, c'était de petites choses, comme le fait qu'ils recevaient une plus grande part de gâteaux ou de nouveaux jouets, mais à mesure que nous grandissions, cela devenait pire et plus évident. Je n'oublierai jamais mon 12e anniversaire. J'avais laissé plusieurs indices à propos d'un ensemble d'art que j'avais vu dans la vitrine d'un magasin. Ce n'était rien de luxueux, juste un kit simple avec quelques peintures et des pinceaux décents. Lorsque mon anniversaire est enfin arrivé, j'étais si excitée d'ouvrir mon seul cadeau, mais qu'ai-je trouvé ? Un cahier d'exercices de mathématiques. En entrant dans l'adolescence, le favoritisme était devenu flagrant. Les voyages en famille étaient toujours basés sur ce que les garçons voulaient. Si Scott voulait aller skier, nous partions pour les pistes. Si Charles s'intéressait au surf, direction la plage. Mes idées étaient toujours rejetées ou ignorées. Puis est venu tout le processus de candidature à l'université, encore un sujet sensible. À 18 ans, je suis tombée amoureuse de la restauration d'art. J'ai passé des heures au musée local à poser 1 million de questions sur la manière dont il réparait les œuvres d'art anciennes. Quand j'ai mentionné que je voulais étudier la restauration d'art à l'université, ma mère a agi comme si j'avais dit que je voulais m'enfuir et rejoindre un cirque. Restauration d'art, a-t-elle ri. Emily, sois sérieuse, ce n'est pas un vrai métier. Scott est même intervenu avec un sourire arrogant. Oui, Emily, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose d'utile, comme devenir médecin ? L'expression de fierté sur le visage de mes parents lorsque Scott a dit cela était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, ils ne m'avaient jamais regardé ainsi. Même si ma famille ne me soutenait pas, j'étais déterminée à suivre ma passion. Lorsque les lettres d'acceptation d'université ont commencé à arriver, j'étais ravie de voir que j'avais obtenu une bourse pour la restauration d'art. J'ai couru dans la cuisine, brandissant la lettre et criant presque. « Maman! Papa! J'ai obtenu une bourse !» Ma mère a à peine levé les yeux de son journal médical. « Ah, c'est bien, chérie, a-t-elle dit. Tu savais que les garçons ont obtenu des scores parfaits au SATS ? Le jour où je suis partie pour l'université était complètement différent de celui où les jumeaux étaient partis 3 ans plus tôt. J'avais emballé mon vieil ordinateur portable et mes vêtements d'une friperie, prête à prendre le bus pour mon université d'État, qui n'était pas très glamour. Mes parents étaient tellement occupés par le travail qu'ils ne m'ont même pas emmenée à la gare routière. Mais il y avait une personne qui m'a toujours vue telle que j'étais vraiment, ma grand-mère Julie. Elle est venue ce jour-là et, juste avant que je parte, elle m'a tirée à part. « Emily, ma chérie », a-t-elle dit en me glissant une petite enveloppe dans la main. « Je suis tellement fière de toi, n'oublie jamais cela. » Dans l'enveloppe, il y avait un chèque. Ce n'était pas assez pour changer toute ma vie, mais c'était suffisant pour rendre les choses un peu plus faciles. Mais plus que l'argent, ce qui comptait vraiment, c'était qu'elle m'avait remarqué, cela signifiait tout pour moi. L'université a été une expérience mitigée pour moi. D'un côté, j'étais enfin libre de ne plus être constamment comparée à Scott et Charles. Je pouvais me concentrer sur mes études sans avoir l'impression de devoir rivaliser pour attirer l'attention. Mais d'un autre côté, l'argent était serré, très serré. J'avais du mal à survivre avec ma bourse et mes petits boulots à temps partiel. Pendant ce temps, j'entendais parler de toutes les choses amusantes que faisaient mes frères par le biais des appels familiaux et des réseaux sociaux, des soirées de fraternité chic, des voyages de printemps dans des endroits fous, des stages dans de grands hôpitaux, tout cela payé par nos parents. Avec le temps, je me suis plongée dans mes études. La restauration d'art est devenue plus qu'un simple travail, je voulais qu'elle devienne mon échappatoire, mon havre de paix. Il y avait quelque chose de si satisfaisant à redonner de la beauté à des œuvres anciennes et oubliées, à révéler le potentiel caché sous des couches de saleté et de dommages. Dans ma dernière année, j'ai décroché un stage dans un petit, mais respecté, musée. Le travail n'était pas glamour, il s'agissait principalement de nettoyer et d'organiser, mais c'était un pied dans la porte, et j'étais ravie. Quand j'ai appelé chez moi pour partager la bonne nouvelle, la réponse de ma mère était exactement ce à quoi je m'attendais, à peine intéressée. « Ah, c'est bien, chérie », a-t-elle dit, l'air distraite. « Tu as entendu parler de l'article de recherche de Scott ? Il va être publié dans une grande revue médicale. » J'ai réprimé un soupir. « C'est super, maman.
Écoute, je pensais rentrer à la maison le week-end prochain, peut-être que nous pourrions. Oh, je ne sais pas si c'est une bonne idée, m'a-t-elle rapidement interrompu. Ton père et moi serons très occupés à aider les garçons avec leurs travaux de recherche. Tu comprends, n'est-ce pas? En raccrochant le téléphone, ce mélange familier de colère et de douleur a de nouveau commencé à monter en moi, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, une petite étincelle de défi, de détermination. J'ai regardé autour de moi dans ma petite chambre de dortoir, avec des livres d'art empilés sur mon bureau et un projet de restauration inachevé occupant la majeure partie du sol. C'était mon monde maintenant, un monde que j'avais construit seul, malgré tout. Oublie-les, murmurai-je à la pièce vide. Je n'ai pas besoin de leur approbation. Mais, même en disant cela, au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Une petite partie de moi voulait toujours que mes parents me remarquent, espérait toujours qu'un jour ils verraient qui j'étais vraiment. La remise des diplômes est arrivée et est passée sans beaucoup d'attention de la part de ma famille. Mon grand jour a été célébré par un dîner rapide dans un restaurant de chaîne. Alors, Émilie, quelle est la suite? A demandé mon père, à peine en levant les yeux de son menu. Je me suis redressée et j'ai essayé de paraître confiante. En fait, j'ai reçu une offre d'emploi d'un musée à Los Angeles. Mon père a froncé les sourcils. Je ne sais pas, Émilie. Los Angeles est cher. Combien est-ce que ce travail paie? Je sentis mon visage s'enflammer tandis que je murmurais le salaire de départ, qui n'était pas grand-chose. La déception sur leur visage était difficile à ignorer. Le reste du dîner fut un mélange de critiques subtiles et de nouvelles comparaisons avec le succès académique de Scott et Charles. En sortant du restaurant, mamie Julie m'attrapa par le bras. Ne les laisse pas éteindre ta lumière, ma chérie, me chuchota-t-elle, en glissant encore une petite enveloppe dans ma main. Va à Los Angeles et poursuis tes rêves. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un chèque, suffisant pour couvrir mon premier loyer en ville. Je l'ai serré dans mes bras, essayant de ne pas pleurer. Les années suivantes furent un tourbillon. Je me suis plongée dans mon travail, bâtissant lentement une réputation dans le monde de la restauration d'art. Pendant cette période, j'ai rencontré John. Il était un graphiste en difficulté, avec un sourire doux et une passion contagieuse pour son métier. Nous nous sommes tout de suite connectés grâce à notre amour partagé pour l'art et nos expériences de paria dans nos domaines respectifs. Après avoir fréquenté John pendant un certain temps, j'ai décidé qu'il était temps qu'il rencontre ma famille. Dès que nous nous sommes assis à table, il était clair que mes parents avaient d'autres plans. Ils bombardèrent John de questions, chacune plus intense que la précédente. Alors, John, commença mon père, essayant d'avoir l'air détendu mais échouant. Quelles sont vos perspectives de carrière à long terme? John se tortilla sur sa chaise, manifestement mal à l'aise. Eh bien, je suis en train de développer ma clientèle. Cela prend du temps, mais je fais des progrès. Ma mère intervint, et vos revenus? Sont-ils suffisants pour subvenir aux besoins d'une famille? Mon visage rougit de honte. Maman, ce n'est pas. Mais John serra ma main sous la table. Ça va, Émilie, dit-il calmement. Je ne suis pas encore là où je voudrais être financièrement, docteur James, mais je travaille dur pour y arriver. L'interrogatoire se poursuivit tout au long du dîner, et à chaque question, il devenait évident que mes parents n'étaient pas convaincus. Je voyais la confiance de John chuter et ma propre colère monter. En sortant, ma mère me prit à part. Émilie, ma chérie, je sais que tu penses tenir à ce garçon, mais tu dois être réaliste. Tu as déjà choisi une carrière difficile, ne la rends pas plus compliquée en fréquentant quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Maman, murmurai-je, choquée par son franc-parler. Mon père intervint aussi. Ta mère a raison, Émilie. Tu dois penser à ton avenir. John semble gentil, mais est-il vraiment assez bien pour toi? Tu pourrais faire bien mieux. Je restais là, stupéfaite, alors que toute la frustration accumulée au fil des ans menaçait d'exploser. Comment pouvait-il juger John? Comment pouvait-il encore une fois dénigrer mes choix? Lorsque John et moi avons commencé à planifier notre mariage, la réalité nous a frappés de plein fouet. Nos économies étaient très modestes, à peine suffisantes pour une cérémonie simple. Un soir, après avoir passé des heures à examiner des tableaux budgétaires, j'ai décidé de demander de l'aide à mes parents. Maman, papa, commençai-je prudemment lors de notre appel hebdomadaire, John et moi avons fixé la date du mariage. Nous essayons de réduire les coûts, mais je voulais savoir si vous pourriez nous aider un peu, peut-être même avec l'organisation. Le silence à l'autre bout du fil fut long et inconfortable. Enfin, ma mère parla, sa voix glaciale, Émilie, tu es adulte maintenant.
Si tu as choisi d'épouser cette personne, tu dois gérer les conséquences par toi-même. Je raccrochai, me sentant horriblement mal, mais pas vraiment surprise. Encore une fois, mamie Julie est venue à la rescousse. Quand je lui ai raconté la situation, elle n'a pas hésité. Ma chérie, dit-elle chaleureusement au téléphone, je ne peux peut-être pas t'offrir le mariage de tes rêves, mais je veux t'aider à rendre ton jour spécial. Elle a envoyé un peu d'argent, et bien que ce ne fût pas énorme, cela a fait une grande différence dans nos plans. Le jour du mariage arriva, et je me sentais à la fois excitée et nerveuse. Le centre communautaire que nous avions loué était simple, mais charmant, décoré de fleurs des champs et de guirlandes lumineuses. Nos amis proches avaient tout aidé, de la décoration au gâteau fait maison. En marchant dans l'allée improvisée, le visage de John s'illumina d'un sourire qui fit que tous les obstacles en valaient la peine. Pendant un instant, j'oubliai les problèmes financiers et la négativité de ma famille, et me concentrai sur l'amour dans ses yeux. Cette bulle éclata quand je vis ma famille. Maman et papa étaient assis raides dans la première rangée, l'air ennuyé et peu impressionné. J'entendis ma mère murmurer à mon père à propos des décorations de mauvais goût et de la nourriture qui semblait bon marché. Scott et Charles étaient encore pires, debout dans un coin, ricanant et scotchés à leur téléphone. J'essayais de les ignorer au maximum, me concentrant sur nos vœux et sur les visages gentils et solidaires de nos amis. Ce n'est que le lendemain que je réalisai à quel point ils pouvaient être vraiment cruels. En me réveillant, mon téléphone était inondé de notifications. Scott et Charles avaient publié une série de photos embarrassantes du mariage sur les réseaux sociaux. Félicitations à notre grande sœur pour son jour spécial, disait la légende sous une photo floue de John et moi coupant notre gâteau fait maison. Un autre post avait une légende sarcastique, rien ne dit amour véritable comme un mariage à $1, à côté d'une photo de nos décorations. Un autre post montrait notre table de buffet à côté d'une photo d'un repas chic dans un restaurant raffiné, avec la légende, le mariage d'Emily contre notre déjeuner moyen du jeudi. Qui est qui? Les commentaires étaient brutaux. Certains membres de la famille étaient horrifiés par le comportement de Scott et Charles. Tante Nicole écrivit, « C'est totalement inacceptable, vous devriez avoir honte. » Mais d'autres trouvaient cela drôle. Notre cousin Marc commenta, « Cruel, mais vrai, ce mariage ressemblait à une convention de sans-abri. » Lire ces commentaires me donnait la nausée, mais ce qui m'a le plus blessé fut de voir les réponses de mes parents. Au lieu de réprimander leur fils, ils les encourageaient. Maman avait commenté, « Les garçons resteront des garçons, ce n'est qu'un peu de plaisir inoffensif. » Je ne les ai ni appelés ni demandé d'excuses. J'ai simplement décidé de les éloigner de ma vie pendant un moment. 5 mois après le mariage, c'était le moment de la réunion annuelle de la famille James. Bien que j'aie eu des doutes, John pensait que nous devrions y aller, espérant que ce serait une occasion de mettre les choses au clair. Nous n'aurions pas pu nous tromper davantage. La tension était si palpable qu'on pouvait la sentir. J'ai tenu 1 heure, faisant des conversations polies et évitant autant que possible ma famille immédiate, mais ensuite j'ai entendu Scott se vanter de ses dernières vacances de luxe, payées par nos parents, bien sûr. Quelque chose en moi a explosé. Ça doit être bien, dis-je, assez fort pour que tout le monde entende. Avoir maman et papa qui paient toute ta vie. L'ambiance se figea. Scott me regarda, sans voix. Qu'est-ce que ça veut dire, finit-il par demander. Tu sais très bien ce que ça veut dire, répondis-je, toute la frustration que j'avais refoulée pendant des années bouillonnant en surface. Toi et Charles avez tout sur un plateau d'argent, tandis que j'ai dû me battre pour chaque bribe de reconnaissance ou de soutien. Maman s'avança, le visage rouge de colère. Maintenant, Emily, tu es ridicule. Nous vous avons toujours traité de manière égale. Je lâchai un rire amer. Égale? Tu es sérieuse? Parlons d'égalité, dis-je en comptant sur mes doigts. Scolarité privée pour les garçons, école publique pour moi, voiture neuve pour leurs 17 ans, rien pour moi, et la grande finale, $700 000 pour leur éducation dans des universités prestigieuses, tandis que j'ai dû me débrouiller avec des bourses et des prêts. La salle était si silencieuse qu'on pouvait entendre une mouche voler. Tout le monde regardait, assistant à la révélation publique de nos problèmes familiaux. La voix de maman était froide lorsqu'elle parla enfin. Si tu es tellement obsédée par l'argent, Emily, peut-être aurais-tu dû épouser quelqu'un de riche au lieu de ton pauvre mari. Ces mots me frappèrent comme une gifle. John, qui m'avait soutenu en silence pendant tout ce temps, se tendit à mes côtés. Comment oses-tu, murmurai-je, sentant des larmes monter. John vaut 10 fois plus que vous tous. Il m'aime pour qui je suis, pas pour l'image que je peux lui donner devant ses amis au country club. La réunion plongea dans le chaos,
tout le monde se mit à crier, ressortant de vieilles rancunes, des années de colère s'écoulant. Au milieu de tout cela, une voix forte domina le vacarme. Ça suffit. Tout le monde se tourna pour voir grand-mère Julie debout. Son visage habituellement doux était sévère et en colère. J'ai vu cette famille se déchirer depuis des années, et je ne vais plus le tolérer, dit-elle fermement. Isabella, Adam, le traitement que vous avez réservé à Émilie est honteux. Et vous, les garçons, ajouta-t-elle en se tournant vers Scott et Charles, votre cruauté envers votre sœur est impardonnable. La salle retomba dans le silence, mais maman ne voulut pas céder. Tu ne comprends pas, Émilie a toujours été difficile, causant toujours des problèmes. Non, Isabella, l'interrompit grand-mère. Le seul problème ici, c'est ton évident favoritisme et ton refus de voir les dommages que tu as causés. Je regardais autour de moi les visages choqués de mes proches, la grand-mère debout, la colère de mes parents, et les expressions satisfaites de mes frères. À cet instant, quelque chose en moi se brisa, mais ensuite se reforma, plus fort. J'en ai assez, dis-je, calme mais résolu. J'en ai assez d'essayer de gagner votre approbation. J'en ai assez de faire partie de cette famille toxique. John et moi sommes partis, et ne vous embêtez pas à essayer de nous contacter. Les mois qui ont suivi furent difficiles, mais John fut mon pilier à travers tout cela. Il me serra dans ses bras quand la tristesse refaisait surface, célébrait les petites victoires, et ne m'a jamais fait me sentir mal à propos du drame familial que j'avais apporté dans nos vies. La vie a une drôle de manière de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Tout a commencé par un appel. John avait travaillé sans relâche pendant des semaines, mettant tout ce qu'il avait dans une présentation pour un client important. L'appel est venu un jeudi matin ensoleillé. Je pouvais voir à l'expression sur le visage de John que quelque chose de grand venait de se passer. On l'a eu, murmura-t-il, à peine capable de parler. Émilie, on a décroché le contrat. Les mois suivants furent une véritable course contre la montre. La petite entreprise de design de John explosa du jour au lendemain, et ce grand client ouvrit des portes que nous n'aurions jamais imaginé franchir. Soudainement, nous ne faisions plus que survivre, nous prospérions. Mais avec tout ce succès vint un problème inattendu. Mon téléphone se mit à clignoter avec des notifications, des demandes d'amitié de membres de la famille que j'avais bloqués depuis longtemps, des messages de parents éloignés qui, soudainement, voulaient savoir comment j'allais, et puis l'appel que je redoutais. Émilie, ma chérie, la voix mielleuse de ma mère résonna de l'autre côté du fil. Nous avons entendu les merveilleuses nouvelles sur l'entreprise de John. Nous avons toujours su que vous réussiriez. Les appels continuèrent. Mon père prit part à la conversation, disant combien ils étaient fiers de nous et comment ils avaient toujours cru en nous. Je restais là, stupéfaite, de plus en plus irritée par chaque mensonge. Nous aimerions beaucoup vous voir, dit ma mère. Peut-être pourrions-nous dîner ensemble et célébrer votre succès en famille. Cela me fit sortir de mes pensées. En famille, répétai-je, d'une voix dure. Nous ne sommes plus une famille depuis longtemps, et ce n'est pas parce que notre compte en banque a changé que cela va changer. Je maintins ma décision. Quand mes parents se présentèrent à notre porte de manière inattendue, je ne les laissai pas entrer. Quand ils envoyèrent des cadeaux coûteux, je les retournai sans les ouvrir. John et moi nous concentrions sur la construction de la vie dont nous avions toujours rêvé. Nous travaillions dur, économisions avec soin, et bientôt, nous signions des documents pour un magnifique appartement en plein cœur de la ville. Excité de partager notre bonheur, je postai une photo sur les réseaux sociaux. C'était une image simple, John et moi tenant les clés, devant notre nouvelle maison. À côté, il y avait une photo de notre dernière visite à grand-mère Julie, son sourire fier illuminant la caméra. Je légendais, nouveau départ et amour ancien. Reconnaissante pour ceux qui m'ont soutenue à travers tout cela. Lorsque j'appuyais sur « Publier », je sentis un poids s'envoler de mes épaules. C'était ma famille maintenant, John, grand-mère Julie et les amis qui étaient restés avec nous dans les moments de joie et de tristesse. Nous avions construit cette vie seuls, malgré tous les défis et les personnes qui disaient que nous n'y arriverions jamais. La douce lumière du soir entrait par les fenêtres de notre nouvel appartement alors que je travaillais dans la cuisine, préparant le dîner pour John et grand-mère Julie. C'était notre premier vrai dîner en famille dans notre nouveau chez nous, et je voulais que tout soit parfait. Soudain, un coup fort et agressif retentit à la porte d'entrée, brisant la paix. « Émilie, ouvre la porte. Nous savons que tu es là. » Mon sang se glaça. Je reconnaîtrais ces voix n'importe où, Scott et Charles. Avant que je puisse réagir, la porte s'ouvrit brusquement, et mes frères entrèrent, leurs visages déformés par la colère.
Je n'eus à peine le temps de comprendre que Scott se tenait devant moi, pointant un doigt accusateur sur ma poitrine. Toi, manipulatrice, grogna-t-il. Nous avons toujours su que tu jouais un jeu à long terme, mais ça, c'est bas, même pour toi. Je restai figé, choqué par le venin dans sa voix. De quoi parles-tu? Demandai-je. Charles rit, un son rauque et cruel. Ne fais pas semblant de ne pas savoir, Émilie. Nous avons vu ta petite publication sur les réseaux sociaux, te pavanant avec ton nouvel appartement aux côtés de mamie. Tu penses qu'on ne peut pas deviner? La vérité m'éclata au visage, il m'accusait de quelque chose d'absurde. Vous pensez que grand-mère nous a acheté cet appartement? Nous savons qu'elle l'a fait, rétorqua Scott. Tu fais semblant d'être la pauvre négligée depuis des années, te faufilant dans ses bonnes grâces. Maintenant, tu l'as trompée pour devenir la seule héritière. La colère monta en moi, et je me redressai. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. John et moi avons acheté cet appartement avec notre propre argent, de l'argent pour lequel nous avons travaillé dur. Charles ricana, ses yeux parcourant la pièce. Bien sûr, bien sûr. Et où est la vieille, d'ailleurs? Elle se cache pour que nous ne puissions pas lui parler? Elle devrait déjà être au cimetière. J'ai hâte qu'elle meure pour que je puisse vendre sa maison et profiter de la vie. La pièce devint mortellement silencieuse pendant une seconde. Je pensais avoir imaginé ces paroles horribles. Puis, une voix douce vint du coin de la chambre d'amis. Alors, c'est ainsi que vous vous sentez vraiment? Un malentendu? Ils ont fait irruption chez moi et ont dit qu'ils avaient hâte qu'elle meure pour pouvoir vendre sa maison. Comment est-ce un malentendu? Ils ne voulaient pas dire ça, intervint mon père, manifestement en haut-parleur. Tu sais comment les garçons peuvent être. Ils étaient juste contrariés. Contrariés de quoi? Répliquai-je. John et moi avons acheté un appartement avec notre propre argent. Mamie m'aime. La voix de ma mère devint douce, mais fausse. Chérie, nous savons que tu t'es toujours sentie exclue, mais tu dois penser à ce qui est le mieux pour la famille. Tes frères méritent cet héritage. Ne sois pas égoïste. Quelque chose en moi explosa. Des années de frustration et de douleur débordèrent. Égoïste? Tu m'appelles égoïste après des années de favoritisme, d'ignorance de mes réussites et après avoir traité John et moi comme si nous ne comptions pas? Maintenant, tu as l'audace de me demander de renoncer à un héritage que je n'ai jamais demandé? Émilie, attends. Commença mon père, mais je l'interrompis. Non, j'en ai fini. J'en ai fini avec les jeux de culpabilité, la manipulation, tout ça. Ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de messages, et ne viens pas à ma porte. C'est fini entre nous. Dans les jours qui suivirent, je bloquai leurs numéros, ainsi que ceux de Scott et Charles. C'était douloureux, comme couper quelque chose de pourri, mais c'était nécessaire pour que ma guérison commence. À mesure que la poussière retombait, je me retrouvais entourée d'une chaleur différente. Mamie Julie, désormais pleinement consciente de la dynamique familiale qu'elle avait toujours soupçonnée, devint une partie encore plus importante de nos vies. Nicole, qui avait repris contact après la confusion du mariage, devint une visiteuse régulière. J'ai toujours su que tu étais spéciale, Émilie, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Je suis désolée de ne pas t'avoir défendue plus tôt. D'autres membres de la famille, des cousins, tantes et oncles éloignés, qui avaient vu comment ma famille m'avait maltraitée au fil des ans, envoyèrent des messages de soutien. C'était comme si un voile avait été levé, permettant à des relations authentiques de s'épanouir là où il n'y avait auparavant que des obligations. La famille de John m'entoura d'un amour inconditionnel. Ses parents, qui avaient observé de loin pendant que ma propre famille me détruisait, firent de leur mieux pour me faire sentir aimée. John et moi nous dévouions à transformer notre nouvel appartement en un foyer. Chaque meuble, chaque photo sur le mur, était un symbole de la vie que nous construisions ensemble, une vie basée sur le respect mutuel, le soutien et l'amour.